Merci. Bonjour, moi c'est Kate Bouchard. Je suis la coordonnatrice de l'Institut Santé et Société à l'Université du Québec à Montréal. Je reconnais des gens qui viennent souvent à nos conférences midi. Aujourd'hui, on a une formule un peu différente. On a le plaisir d'avoir donc Joanne Saint-Charles, la directrice de l'Institut, qui est avec nous aujourd'hui et qui gentiment accepté de se prêter au jeu sous la formule entretien avec Thomas Bastien, qui est avec nous aussi, le directeur de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, ils vont nous parler ensemble sous forme plus conversation d'un livre qui vient de sortir sur la réduction de la maladie et des solutions qui sont connues et de comment les mettre en application dans notre société. Grosso modo, c'est ça. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne qui va nous présenter plus longuement Thomas et mener l'entretien ou l'entrevue de cette façon-là. Merci. Bonne conférence. Merci beaucoup Kate, et surtout merci Thomas de te joindre à nous pour venir nous parler de ce livre que je trouve une réalisation remarquable. En fait, le livre de la réduction de la maladie a été orchestré par l'Association de santé publique du Québec, dont Thomas est le directeur, et par toute l'équipe, évidemment. Et c'est euh, le livre nous rappelle l'incontournable nécessité d'agir en amont de la maladie et de réduire les inéquités de santé. Évidemment, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup à l'ISS. On a contribué au meilleur de notre capacité, mais c'est beaucoup grâce à l'association qu'on a pu avoir ce livre-là. J'encourage tout le monde. Le livre est disponible en ligne gratuitement. J'encourage tout le monde à le télécharger. C'est la pointe de l'iceberg de tous les avantages d'appliquer une perspective de prévention et de promotion de la santé. Thomas, donc, est le directeur de l'Association de santé publique du Québec et après avoir œuvré dans le milieu des communications et de la culture pendant plus de 12 ans, notamment à titre de directeur de l'éducation et du mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal. Thomas est maintenant, depuis 2020, directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec. Thomas, avant qu'on entre dans le vif du sujet du livre, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un peu de ce que fait l'association, qui a eu Oui, un jeune 80 ans récemment? exactement. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci Kate, merci Joanne. Toujours un plaisir d'être avec vous à l'ISS. Donc l'Association pour la santé publique du Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Comme tu dis, en fait, on a eu 80 ans. C'est 80 ans en fait qui sont vraiment au service de la santé de la population de manière générale. Notre mission, c'est la santé durable de la population, donc faire en sorte que les gens vivent mieux, plus longtemps. Et c'est certain qu'en fait, le projet de la réduction de la maladie s'inscrit vraiment dans notre vision de santé durable à la SPQ. Ben, merci beaucoup. Donc, tu as la SPQ, toi, ton équipe, vous avez réuni plus de 30 organisations pour collaborer à ce livre. En soi, c'est déjà remarquable de réunir Oui. toutes ces personnes. Mais, et le livre contient en 150 pages une assez impressionnante quantité de données probantes qui montrent que la pertinence de la prévention et de la promotion de la santé. Encore une fois, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire le livre maintenant? Alors, c'est une très bonne question. Bah, on le sait, au cours des dernières années. Premièrement, en fait, la pandémie a remis, en fait, sur le devant de la scène la santé publique. Heu, le gros questionnement, en fait, de la santé publique, le rôle de la santé publique de manière générale. Ça, c'était la première chose. Après, la 2e chose, ça a été vraiment l'arrivée du questionnement par rapport à Santé Québec, qui est arrivé vraiment, en fait, dans les dossiers. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la gestion de la maladie au Québec et puis comment ça va transiter, en fait, à travers Santé Québec au cours des prochains mois? Puis la dernière raison pour laquelle on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a rencontré à plusieurs reprises, plusieurs personnes en fait au niveau du ministère de la Santé et même d'autres ministères de notre côté, qui re-questionnaient complètement en fait à chaque fois le rôle de la prévention, le rôle de la promotion de la santé, le rôle de la santé publique, qui re-questionnait aussi en fait les responsabilités de chacune des personnes autour de la table. Et à un moment donné, quand on a parlé en fait avec ma collègue Anne-Marie de la thématique de la réduction de la maladie, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Donc on s'est dit: «Bah, pourquoi on ne pousse pas plus loin en fait, cette conversation-là dans un livre?» Et c'est là où on s'est vraiment mis au travail. Alors, ça a pris 1 an.
pour le réaliser, ce livre-là. Comme tu le dis, en fait, c'est 30 collaborateurs de 30 organisations, en fait, qui sont présentes autour de la table, des organisations qui sont sur le terrain, des organisations universitaires, des spécialistes de différents domaines qui sont là-dedans. Nous, ce qu'on trouve assez fantastique, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvrages au Québec qui portent de certaines maladies, qui portent sur certaines maladies. Il y a beaucoup d'ouvrages, en fait, qui portent sur la prévention et la promotion de la santé, en fait, dans des thématiques très spécifiques. Mais là, vraiment, en fait, on dresse un portrait qui est très, très large. On parle de la maladie de manière générale, et puis on essaie de faire un bilan et puis de trouver des solutions pour la réduire. Ben, peut-être, justement, il y a en effet dans le livre toute une section consacrée aux solutions. Oui, Parce on parle bien sûr des problèmes, on parle beaucoup de ce qui, en amont de la maladie, conduit à la maladie, et ça, c'est très bien présenté. Mais il y a aussi plusieurs recommandations qui oui. découlent de cet ouvrage-là. Et quel est le plan pour les mettre en pratique? Ben, tu sais, premièrement, en fait, ça prend un changement de paradigme. C'est la base de toute chose, hein. Aujourd'hui, au Québec, on nous dit, peu importe le nombre de malades qui vont rentrer dans le système de santé, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à des nouvelles technologies, grâce à la construction de nouveaux hôpitaux, on va réussir à traiter tous les gens. Et on le regarde aujourd'hui, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et puis, heu, c'est un peu, en fait, ce même concept, en fait, que plus on va créer de voies sur une autoroute, plus on va pouvoir faire rentrer de voitures. Non, les embouteillages vont arriver, puis au final, en fait, les gens vont se retrouver dans la même situation que celle qui était auparavant alors qu'il y avait moins de lignes. L'objectif, en fait, c'est pas de rajouter des voies sur l'autoroute. L'objectif, en fait, c'est de diminuer le nombre d'autoroutes. L'objectif, c'est de diminuer, en fait, le passage, l'arrivée en amont, en fait, de ces patients-là dans le système de santé, qui arrivent avec des maladies qui sont en très grande partie évitables de leur côté, puis justement, en fait, de réduire cette pression-là. Donc ça, c'est la première chose que les gens doivent comprendre quand on rentre dans un livre comme celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, en fait, qu'on peut traiter ad vitam aeternam la souffrance et puis que peu importe la souffrance qui va arriver, on va être capable de l'accompagner. C'est plus la réalité d'aujourd'hui. C'était peut-être la réalité d'il y a 20 ans, c'est peut-être la réalité d'il y a 30 ans, c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, il y a des solutions qui doivent être mises en place, comme tu dis, Joanne. Puis c'est des solutions qui sont très simples, hein. Premièrement, on a des solutions en fait en matière de finances. Aujourd'hui, 2% du financement du ministère de la Santé revient à la prévention et la promotion de la santé, un peu plus. À côté de ça, il y a 98% qui est là pour l'accompagnement de la maladie. On parlait dernièrement justement avec des personnes au ministère de la Santé, on leur disait: «C'est un peu comme si vous nous disiez qu'on doit jouer en fait dans un petit stade de quartier et puis qu'à côté de ça, en fait, la maladie, c'est le Centre Bell». Ben, faites-nous rentrer en fait dans le Centre Bell. Faites en sorte que la prévention, la promotion de la santé ou même la réduction de la maladie, de manière générale, elle rentre dans le Centre Bell. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des outils qui sont déjà en place. La PGPS, la politique gouvernementale en prévention et en promotion de la santé, qui est déjà présente mais qui est complètement sous-financé de son côté et qui a besoin de beaucoup plus d'amour si on veut vraiment lui donner l'opportunité en fait d'avoir des actions extrêmement positives au sein de la société. C'est un financement en fait qui est pas au-dessus de 40 millions par année. On est avec un budget du gouvernement en matière de santé qui représente 1 milliard par semaine. C'est une goutte d'eau dans un océan. Donc ça, c'est la deuxième chose. Utiliser vraiment en fait des programmes qui sont déjà en cours. Et puis, il y a même des lois qui existent. La loi sur la santé publique, le ministère de la Santé devrait l'utiliser beaucoup plus efficacement que ça. Il y a vraiment en fait dans cette loi-là des pépites qui nous permettent justement de faire en sorte que tous les projets de développement au niveau du Québec, doivent passer par une approbation de la santé par rapport à une lunette de la santé. C'est extrêmement intéressant, en fait, par rapport à certains projets desquels on parle aujourd'hui, en fait, dans l'actualité. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Premièrement, en fait, il y a des organismes sur le terrain qui sont là pour aider, mais qui ont beaucoup d'idées justement pour soutenir davantage les communautés. Pourquoi on ne leur offre pas plus de soutien? Il y a également en fait des exemples au niveau international qui existent, qui font en sorte justement en fait qu'on pourrait réduire la pression sur notre système de santé. C'est des choses aussi qui doivent être regardées plus attentivement. Puis le livre, en fait, va y aller avec 5 axes plus particulièrement. Le premier axe, ça va être le vieillissement de la population, avec des problématiques en fait en matière de vieillissement qui vont amener justement en fait une pression supplémentaire, les changements climatiques, la santé mentale, les inégalités de santé
Et finalement, un tout dernier en fait qui me manque et qui va me revenir à un moment donné. Heu, je suis désolé, ça va me revenir à un moment donné. Mais si on regarde en fait par rapport à ces différentes thématiques-là, il y a un gros travail à faire. Puis je pense que vous vous intéressez beaucoup aux inégalités de santé. C'est là-dessus en fait qu'on a voulu vraiment en fait axer, le livre de notre côté. Ben, merci Thomas. Et c'est pas en effet étonnant qu'à l'ISS, on se soit beaucoup intéressé au livre du fait de cet accent. Je vais me permettre un petit détour parce que tu parles beaucoup de prévention et de promotion de la santé. Et parfois, quand je parle de promotion de la santé autour de moi, les gens s'imaginent que c'est un message écrit dans un langage simple, voire simpliste qu'on va envoyer aux gens, comme ça, les gens, ils vont agir sur leur santé. Mais c'est pas ça, la promotion de la santé, c'est beaucoup plus large que ça. Alors peut-être si tu prenais quelques minutes pour nous en parler, que ça va bien au-delà de dire aux gens de faire attention à leur santé. Bah, tu vois, ça ressemble beaucoup, en fait, à la question qu'on avait posée, en fait, lors d'un dernier panel au sommet de la santé durable qui a eu, en fait, à la fin du mois de janvier, où on posait, en fait, la question: «La santé de la population, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Est-ce que c'est une responsabilité collective ou est-ce que c'est une responsabilité de notre gouvernement?» Puis la prévention, la promotion de la santé de manière générale s'applique en fait dans cette même conversation-là. On peut parler déjà en fait de l'exemplarité de l'État. Premièrement, en fait, un État qui, veut vraiment faire la promotion de la santé doit prendre des décisions qui sont en relation avec la santé en tout temps. Peu importe le développement, que ce soit un développement urbanistique, que ce soit en fait au niveau des développements en fait d'immigration, que ce soit au niveau du développement de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des actions à mettre en place sur le terrain qui sont des actions collectives ou qui sont des actions individuelles. On est arrivé à un moment donné où la population, en fait, elle a énormément entendu parler, en fait, des saines habitudes de vie et de ce qu'il faut faire. Mais après ça, en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place au niveau, en fait, de la prévention ou de la promotion de la santé. Si on regarde par rapport au tabac, il y a des choses qui ont été mises en place pour justement faire en sorte que l'arrêt tabagique devienne une priorité. Comment ça se fait en fait que c'est pas le cas par rapport à notre alimentation? Comment ça se fait que ce soit pas le cas par rapport aux boissons sucrées plus particulièrement? Comment ça se fait que ce soit pas le cas en fait dans une multitude d'endroits? Mm. Oui, on pourrait dire comment ça se fait que dans certains quartiers, avoir accès à des légumes et à des fruits frais, c'est pratiquement impossible. En On tout cas, est ou complètement moins. d'accord. Oui, et puis comment ça se fait en fait qu'aujourd'hui, notre gouvernement subventionne encore des industries qui produisent des aliments ultra transformés qui rendent les personnes malades? Et comment en fait dans notre société on peut se retrouver à aller en fait dans un marché et à devoir payer plus cher un fruit ou un légume plutôt qu'un sac de croustilles, par exemple. C'est vraiment en fait des questions en fait de société qui sont en relation directe en fait avec les questions qu'on se pose justement en fait dans le livre, qui sont: quelles sont les méthodes pour arriver justement à un changement de paradigme plus particulièrement? Bah, puisque justement tu parles de ces éléments-là, ce n'est pas d'hier qu'on sait que prévention-promotion, ça a un impact majeur sur la santé des personnes. La plupart des modèles qui expliquent la santé des personnes, le fait que les personnes sont en santé, montrent que les soins de santé, ce n'est jamais la portion dominante de ce qui explique la santé des personnes. Mais bien sûr, les soins de santé sont aussi importants, on ne va pas se le cacher, mais reste que c'est beaucoup prévention, promotion, changement d'habitude, contexte de vie, environnement, qui sont les principaux déterminants, Mmh. justement, de la Ouais. santé. Et on sait, donc, on le sait, et il n'y a pas que toi et moi qui savons ça, probablement que toutes les personnes qui sont ici à l'écoute sont déjà au courant. Comment toi qui vraiment, tu sais, travailles beaucoup avec ça, travailles avec les gouvernements, travailles avec plusieurs partenaires dans ce contexte-là, comment t'expliques la résistance? À qui ça va nuire? Parce qu'on sait que collectivement, si on agit plus en amont de la maladie, on va payer moins cher notre système de soins, les gens vont aller mieux. Et on sait que c'est payant, même dans une perspective économique. euh, et pourtant, ça ne se fait pas. Mmh. À ton avis, d'où vient la résistance ou qui va y perdre aussi pour faire en sorte, pour ne pas avoir envie d'investir de ce côté-là? C'est certain qu'il y a certaines industries
qui ne veulent pas qu'on rentre dans une direction comme celle-ci et qui ont un rôle de lobby extrêmement fort qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus payant d'avoir des personnes malades. C'est beaucoup plus payant, en fait, d'avoir des personnes qui veulent manger tout et n'importe quoi, plutôt que d'avoir, en fait, des personnes en santé qui sont dans une compréhension, en fait, de leur bien-être et puis une volonté, en fait, justement, de vivre le plus longtemps et puis en santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus payant politiquement, en fait, de sauver des gens plutôt que de les maintenir en santé, hein. On a tous rêvé, en fait, justement, de sauver quelqu'un de la noyade. On a tous rêvé, en fait, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de se noyer pour sauver quelqu'un de la noyade en tant que tel. Il faut qu'on se mette dans une situation de sauveur pour pouvoir sauver les gens. Jusqu'à maintenant, ça fonctionnait. On sauvait, on sauvait. Mais là, on est rendu à une situation où on se rend compte en fait qu'il y a des personnes qui peuvent pas forcément être sauvées parce que notre système, il en prend trop. Ça, c'est la deuxième chose. Hem, Moi, je pense que personnellement, en fait, aussi, on s'est pas doté des bons indicateurs au Québec pour arriver, en fait, dans un projet comme celui-ci. Puis c'est justement, en fait, très bien documenté, en fait, dans le livre. On a un chapitre qui porte sur les indicateurs de santé. Actuellement, en fait, si on pose la question au ministre de la Santé ou à des spécialistes de la santé en leur disant combien il y a de personnes qui sont malades au Québec, il y a personne qui est capable de nous donner une réponse. Si on demande aujourd'hui quelles sont les maladies prédominantes au Québec et puis donnez-nous les indicateurs qui permettent de réduire, en fait, ces maladies-là au Québec, très peu de personnes sont capables, en fait, de nous donner ces informations-là. Si après on essaie de voir en fait un plan véritablement en fait de la part du ministre pour réduire la maladie, ce qui devrait être en fait la première mission en fait vraiment d'un ministère de la santé, qui est pas uniquement l'accompagnement de la maladie, mais de faire en sorte que quand je rentre dans un mandat, quand j'en sors, il y a moins de personnes qui sont malades de mon côté. Ça serait en fait le premier rôle d'un ministre en tant que tel. Ça arrive pas actuellement. Ces informations, elles n'existent pas. Par contre, ce qui est très intéressant au niveau du gouvernement, c'est qu'on va vous dire combien de temps vous allez attendre quand vous allez aller à l'urgence. On va vous dire combien de personnes sont en attente d'une chirurgie de hanche. On va vous dire toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est ça l'information qu'on veut recevoir de notre côté? Donc, malheureusement, à la fois politiquement, à la fois en fait au niveau des lobbies qui existent sur place et puis au niveau des indicateurs, l'information, elle n'est pas existante. Ou alors l'information, en fait, elle ne pousse que vers la maladie. Ça prend vraiment en fait beaucoup de courage pour changer en fait ces choses-là. Puis c'est un courage en fait qui va être très très intéressant même pour la réduction des inégalités. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est dans un système de santé qui voit beaucoup de ces financements, en fait, qui arrivent de parties privées. Mais ces parties privées-là, en fait, elles arrivent avec leurs propres intérêts. Moi, ce que je dis souvent, en fait, à l'équipe, là, c'est j'espère, si je suis malade, en fait, que ce soit une maladie de riche. Parce que si c'est une maladie de riche, ça veut dire qu'il y aura un donateur qui aura donné l'argent, en fait, à une fondation ou à un hôpital pour qu'il y ait vraiment tout un projet de recherche et puis un accompagnement qui peuvent se faire par rapport à ces choses-là. Mais les maladies chroniques, qui sont considérées, en fait, comme des maladies d'inégalité de manière générale, qui représentent la grosse partie, en fait, de notre problématique de système de santé aujourd'hui et de l'achalandage qu'on a dans notre système de santé, elles sont complètement ignorées parce que justement, on n'a pas de tableau de bord pour les vérifier. On n'a pas de tableau de bord pour les chiffrer. On n'a pas de tableau de bord, en fait, pour les réduire de manière générale. Donc, ça prend, comme je disais, en fait, un véritable changement de culture en matière de santé, mais ça prend aussi des indicateurs nécessaires et puis des financements pour y arriver. Mm. Et est-ce que tu crois qu'on aura un tableau de bord? Ben, on y travaille dessus, là, Joanne. Moi, de mon côté, en fait, et puis, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans un livre de la réduction de la maladie. Notre souhait le plus cher aurait été en fait que ce soit en fait un plan qui soit développé avant le plan santé de Monsieur Dubé il y a de cela 18 mois. C'est-à-dire que plutôt que Monsieur Dubé dise à la population, on va accompagner mieux les patients du système de santé, on aurait aimé en fait qu'il aille dans une démarche qui est contraire, qui est on va réduire le nombre de patients parce que c'est ça qui va être le plus payant pour le meilleur accompagnement des patients du système de santé actuel. Ça, c'est la première chose. Donc, on est vraiment en fait dans, on veut que ça arrive maintenant, mais ça aurait dû arriver en fait beaucoup plus en amont de notre côté. Est-ce que, je vais conclure là-dessus avant d'ouvrir le plancher aux personnes présentes qui ont déjà quelques réactions et tu as déjà eu des applaudissements. Et je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord avec l'orientation que tu donnes, mais
Si des personnes ou des organisations voulaient contribuer au travail que fait la SPQ, il faudrait déjà devenir membre, il faudrait vous Il y a plusieurs manières. Premièrement, en fait, le travail qui a été fait, euh, tout le travail qui est fait en fait en matière de réduction de la maladie. Donc là, tu vois, on parle d'un tableau de bord. On est en collaboration avec le RISUC, qui est le réseau intersectoriel en santé des universités du Québec. On est en collaboration avec Cyrano pour justement constituer un tableau de bord en tant que tel, pour justement en fait le fournir au niveau du gouvernement. Le livre de la réduction de la maladie, c'est un plan santé 2.0 un peu plus long, mais un plan santé 2.0 pour le ministère de la Santé. Mais ces deux projets-là qu'on est en train de réaliser, c'est des projets qui ont été faits à travers même les fonds de la SPQ. On n'a pas reçu de subvention et puis on n'a pas de partenariat par rapport à ça. S'il y a des personnes en fait qui veulent supporter la réduction de la maladie, ça serait déjà en fait une première chose très intéressante. Ça enverrait un autre message. Deuxièmement, de la même manière que l'ISS l'a fait en fait par rapport au livre, là, de lever la main en disant, premièrement, on veut contribuer à ces initiatives-là, mais en plus de ça, on veut en faire la promotion. C'est exceptionnel de notre côté parce que si on n'a pas une multitude de plateformes comme celle-ci pour s'exprimer, si on ne sort pas plus dans les médias, ben on va toujours être mangé par ce 98% de maladie qui est présent plutôt que le 2% en fait de réduction de la maladie. Donc, il faut vraiment qu'on rentre sur le plus de plateformes nécessaires de notre côté. Puis, troisièmement, en fait, on a une équipe d'une trentaine d'employés à la SPQ qui est toujours très, très ouverte en fait à une multitude de collaborations. Si vous avez en fait des projets de votre côté que vous voulez développer ou qui sont en relation directement avec les thématiques de la SPQ, ça nous fera vraiment plaisir en fait de rentrer dans des collaborations et puis d'initier en fait de nouveaux projets avec vous. Ben, merci beaucoup Thomas.